S'il y a bien une chose qu'on n'aime pas, c'est l'incertitude, peu importe qu'on soit optimiste ou pessimiste. Et c'est pour ça que les IA, ça nous angoisse autant. Parce que, bon, on ne peut pas lutter contre nos biais cognitifs. Si vous êtes optimiste, vous considérez que les IA, c'est que des perroquets. Ouais, mais le seul problème, c'est qu'un perroquet, il n'a pas à sa disposition l'intégralité du contenu d'Internet, il n'est pas capable de remplir des textes à trous, il n'est pas capable de vous générer du texte, de le modifier, etc., etc. Donc c'est pas tout à fait un perroquet. Et les pessimistes, ils vont dire, ah, bah, de toute façon, c'est foutu, rejoignez-nous dans la dépression, ne faites plus rien, déprimez, parce que de toute façon, tôt ou tard, les IA vont être meilleurs que vous, être meilleurs en programmation, meilleurs en retouche d'image, meilleurs en ce que vous voulez. Il y a une solution quand même, il y a quelque chose pour éviter soit d'être un optimiste béat, soit d'être un pessimiste déprimé, c'est de réussir à trouver une option réaliste. Mais ça, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est réaliste. Est-ce que vraiment, eh bien, on est sur une phase d'accélération où les choses vont aller plus vite et tous les gens qui travaillent devant un écran vont se retrouver à France Travail prochainement ou ailleurs, l'équivalent. Bon, en fait, la meilleure solution, c'est de gagner à tous les coups. Moi, j'avais utilisé cette technique avec succès il y a 4-5 ans, lorsque, en tant que programmeur, il y a 4-5 ans, partout, c'était pas possible de ne pas entendre parler de no-code et de low-code. Donc on vous expliquait, vous êtes programmeur, vous êtes foutu. Une fois de plus, ça faisait que la quatrième fois. Et donc on expliquait que maintenant, il suffirait d'envoyer Brigitte du service marketing faire un stage d'une semaine pour apprendre à utiliser un outil no-code, et elle pourrait vous remplacer. Donc les programmeurs, bye bye, vous êtes trop coûteux, on se débarrasse de vous. Donc moi dans le doute, je m'étais dit, ça m'attraque quand même beaucoup, on entend parler que de ça, sur LinkedIn, pas moyen de tomber sur autre chose, sur YouTube, partout. Je me dit, ce que je vais faire, en tant que programmeur, je vais me créer, et c'est ça la façon de finalement de gagner à tous les coups, je vais me créer un outil à la main, moi-même. Donc l'avantage, c'est que si effectivement les outils no-code prennent le dessus, il faudra bien que ces outils soient développés par quelqu'un, par des programmeurs, des programmeuses, des programmeurs. Donc ce que j'ai fait, je me suis développé un petit outil no-code, j'en ai fait une formation, je vous mets un coupon de réduction, si vous voulez voir ce qu'on fait. Je vous ai dit l'avantage, c'est que si ça prend, je pourrais me présenter avec un atout supplémentaire vers des sociétés qui créent ces outils no-code, en disant, voilà, j'en ai créé un petit, donc je vois à peu près comment ça marche. Et si ça marche pas, c'est pas grave, ça m'aura fait progresser comme je suis développeur web, en JavaScript pur, sans recours à des frameworks. Donc voilà, ça aura servi. Donc finalement, c'était possible de gagner dans tous les cas de figure. Avec l'IA, c'est plus compliqué parce que si les IA se développent pas aussi vite que nous annoncent les pessimistes, en fait, ça va, on va continuer à programmer. Si l'hypothèse des pessimistes vérifie, là, vous pouvez rien faire parce que vous pouvez pas, du coup, aller sonner à la porte d'une boîte d'IA, sachant qu'ils prennent à minima des gens qui ont un master dans le domaine, voire des doctorats et plus, enfin qui auront un doctorat plus post-doc dans des super grosses boîtes spécialisées. Il y a quand même moyen de s'en sortir, parce qu'en fait, si vraiment tout ce qui est ternaire, tout ce qui est travail devant un écran est condamné, l'objectif, ça veut dire que ça fera des millions de chômeurs dans chaque pays, des millions de chômeurs en plus. Donc ce ne sera pas quelque chose qui passera sous les radars de nos dirigeants. Donc l'objectif, c'est de ne pas être dans les premiers à se faire remplacer. Pour ne pas être dans les premiers à se faire remplacer, il faut pas être dans le cas des développeurs, il ne faut pas être un développeur lambda. Si vous êtes un graphiste, il ne faut pas être le graphiste lambda. Il ne faut pas que vous soyez quelqu'un de facilement remplaçable par une IA. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être un développeur lambda? Et j'ai pas dit junior, parce que vous pouvez très bien rester un développeur lambda avec des années d'expérience. Et concernant les juniors, je ne pense pas du tout que les IA vont condamner les juniors, parce qu'en fait, dans l'entreprise, quand elle recrute un junior, elle recrute un potentiel. Donc elle voit en quelqu'un qui pourra va lui rapporter plus de pognon. C'est ça une entreprise. On nous parle toujours de trucs qui font un peu mousser, qui leur donnent bonne conscience, entreprise de mission. Non, une entreprise c'est fait pour générer de l'argent, sinon elle ferme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être un développeur lambda? Au moins, une bonne nouvelle dans l'histoire, à coup sûr, c'est que je pense, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou au contraire, pas du tout, si vous considérez que ce sera le chemin opposé, je pense qu'on est en train d'assister au retour du développeur full stack. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est une petite revanche personnelle. L'année passée, j'étais en entretien, ça commence, c'était des gens qui étaient techniques, et ils commencent par dire non, vous n'êtes pas développeur full stack. Bon, moi, je l'ai été pendant 15 ans, je comprends pas, je faisais tout de l'écriture des procédures stockées jusqu'à la partie graphique en passant par toutes les couches d'une application en chemin. Donc j'avais été développeur full stack. Mais ils disaient non, ça n'existe plus.
Alors il se trouve que maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus d'annonces pour des développeurs full stack. Et je pense que la logique qui va avoir lieu à partir de 2025, c'est que si on assiste à une réduction des équipes de développement, ben, on aura tout intérêt à avoir, plutôt que d'avoir des équipes de 6 personnes avec 3 développeurs front, 2 back et puis un DBA ou pseudo DBA, pour une entreprise qui veut réduire son nombre de développeurs, qu'est-ce qui sera censé, c'est savoir des développeurs full stack. Donc deux développeurs par exemple, comme ça s'il y en a un qui est malade ou qui pose sa démission, il y en aura toujours un qui restera et qui sera capable de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités, peu importe qu'elles soient front ou back, et qui pourra aussi corriger des bugs, enfin faire la MCO maintenant sans condition opérationnelle. Si vous êtes développeur front, ben c'est bien d'ajouter la partie back. Si vous êtes développeur back, c'est bien d'ajouter la partie front, même si on sait que il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui sont dans le back, qui veulent surtout pas toucher à la partie front et inversement. Mais est-ce que ça va être quelque chose de jouable quand il y aura des équipes plus réduites? Est-ce que ce ne sera pas le retour du développeur full stack? Moi, je mets bien mon billet là-dessus, sur le retour du développeur full stack pour 2025. De toute façon, c'est aussi de bien rester sur la vague et d'éviter d'être parmi les premiers qui seront remplacés, alors qui seront en 2025, 2026, 2027 ou 2030, parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse tout ça va aller. C'est de continuer à adopter les nouveaux outils. Par exemple, moi j'ai été dans les premiers à adopter Node.js et MongoDB à peu près à la même époque. Et ça m'avait permis de décrocher un contrat, puis un autre. Et ben, ça a été de pouvoir bosser dans une boîte finalement où ils utilisaient les deux. Quand les données avaient une structure prévisible, pourquoi se priver des bases de données traditionnelles, relationnelles, mais pour toutes les données, le flux de données colossal qu'ils recevait, qui pouvait avoir différents types de structures, eh ben, ils utilisaient du NoSQL. Donc c'était voilà, donc c'est et là ensuite, c'est un petit plus que vous avez sur votre CV. Or, il se trouve qu'en ce moment, avec la croissance des IA, qu'est-ce qui arrive aussi comme nouveau type de données, comme nouvelle base de données? Ce sont les bases de données vectorielles. Alors non seulement il y a des bases de données vectorielles dédiées, alors je pense à Pinecone notamment, parce qu'on entend parler sans cesse, mais il y a aussi des bases de données anciennes, si on peut dire maintenant, parce que MongoDB est devenu ancien, qui maintenant vous permettent de stocker des vecteurs. Pareil, pour Postgre, vous pouvez stocker des vecteurs. Et donc, vous allez aussi monter en compétence sur ce qui va autour, c'est-à-dire pouvoir faire des recherches de manière plus poussée, sans forcément chercher une occurrence de mots, mais plutôt chercher des choses qui ont un sens assez proche de ce que l'utilisateur a cherché. Du genre, si je cherche bicyclette et que dans la base de données vous avez que vélo, c'est pas grave. Comme niveau côté vecteur, ce sera des choses, des données assez proches dans un espace à X dimensions, ils seront assez proches. Donc, ça va intéresser les sites de e-commerce, ça va intéresser beaucoup de types d'applications. Donc, ajouter dès que les choses sortent. Donc, en ce moment, si vous êtes beaucoup intéressé par les données, eh bien, de commencer dès maintenant à ajouter une base de données vectorielle à votre CV. Pour ce qui est du dev pur, on sait que pisser du code, on dit un peu familièrement pisser du code, c'est-à-dire faire du code assez simple qui ne nécessite pas d'avoir une phase de conception assez poussée. Ça, on sait bien que la prochaine étape des IA qui réussiront à faire des choses autonomes, ce sera de faire du code assez standardisé. Et il faut dire ce qui est, dans beaucoup d'applications, on a beaucoup de code un peu amélioré, ensuite propre au métier spécifique de l'utilisateur. Donc si vous faites une application qui permet à quelqu'un de voir ses contrats d'assurance, pour une société d'assurance, il y a toujours un peu les mêmes genre de même chose. Il faut accéder à tous vos contrats ou un contrat par son nom ou par son identifiant. Et puis la personne en face, l'assureur, lui, il faut qu'il puisse créer un nouveau contrat. Bon, ouais, c'est du code un peu amélioré. Ça, un peu tout le monde peut le faire. Donc ce qui veut dire qu'il faut en fait finalement, en raison de la progression des IA, changer un peu sa façon de faire de la veille techno. Pour ma part, je passe moins de temps maintenant à sauter sur les nouveaux frameworks front qui sortent. Et ensuite, à côté, plutôt que de passer du temps de cerveau sur des choses qui vont de toute façon être adoptées que marginalement, j'aime beaucoup de SolidJS, mais je passe pas de temps là-dessus parce que je sais que ça va mettre du temps à être adopté. Je préfère passer plus de temps sur tout ce qui est revoir des structures de données, des algorithmes qui permettent d'avoir des applications plus performantes. Parce qu'au bout du compte, plus les IA vont progresser, et plus on va avoir un rôle finalement de contrôleur, inspecteur des travaux finis, un peu. C'est-à-dire on regardera et ce sera nous qui validerons. Ce sera un peu comme si les IA développaient et puis nous ensuite on sera chargé de vérifier la pull request d'une IA et puis
voir si on est satisfait ou pas. Et ensuite, sinon, dans un premier temps, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il faudra quand même beaucoup refactoriser, rajouter des choses également côté sécurité, performance pour que les choses tournent mieux. Donc éviter de rester un développeur lambda parce que ça va commencer, la marée va monter progressivement et c'est ceux qui font les tâches les plus basiques qui vont être remplaçables plus facilement. L'autre façon aussi, alors là ça dépend, là il faut être un peu extraverti et aimer interagir avec des êtres humains. Je sais que j'avais des collègues qui n'aimaient pas ça du tout. Ils n'aimaient pas interagir avec des êtres humains et surtout horaire suprême quand cet être humain n'était pas technique. Mais bon, moi il s'est trouvé que c'est tombé comme ça. Je prenais des tâches sur un projet où il fallait finalement interagir avec la maîtrise d'ouvrage qui représentait le client. Donc, au bout d'un moment, la MOA me connaissait bien. Bon, moi, je la connaissais bien en retour. Il y avait davantage de phases d'assimilation de la partie métier de l'entreprise. Parce que quand vous interagissez avec la MOA, il faut mettre bien au clair sur déjà ce qu'elle vous demande. Ça ne va pas détricoter des choses que vous avez fait dans le passé. Et ça m'est déjà arrivé que les MOA aussi, elles bougent, hein, parfois, surtout dans les grosses boîtes. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, la personne qui est maîtrise d'ouvrage elle va peut-être monter en grade et puis elle va partir quitter son poste, quelqu'un d'autre arrive à la place. Et boum, il vous demande un truc, il a été formé quelques semaines ou un mois par son prédécesseur, mais en fait, il n'a pas conscience que sur les dizaines de règles de gestion qu'il y a, ce qu'il vous demande de faire, ça va détricoter quelque chose parce qu'il n'a pas en tête toutes les règles de gestion qui, pour certaines, sont limite contradictoires. Donc, une autre façon de ne pas être un développeur lambda, c'est d'être connu de gens qui ne sont pas forcément techniques. Et parce que bon, faut dire ce qu'il y a, même si ça fait un peu mal à son ego quand on n'est pas dans des boîtes où vraiment c'est de la tech poussée, un développeur il est vu comme un opérationnel, hein. Pareil pour un admin réseau, pour un DevOps. En gros, il est un peu en bas de la chaîne alimentaire. Cette fichue indécision, cette couche d'indécision qu'ajoute l'IA qui est dure à gérer, et c'est pour ça que peu importe qu'on soit optimiste ou pessimiste, et de nouveau, c'est un biais qu'on a, hein. Moi, je suis plutôt pessimiste, c'est pour ça que je surveille ce qui se passe au niveau des IA pour voir à quel point, bon, pour l'instant, c'est pas, voilà, elle monte en puissance, pour l'instant, en tant qu'outil qui assiste les développeurs. Après 2025-2026 et plus, elles vont peut-être prendre un peu plus de place, donc on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais virer dans le pessimisme et le défaitisme, c'est pas un bon calcul parce que, je vous l'ai dit, il y a 4 ans, 5 ans, c'était le no-code qui essayait de nous manger la laine sur le dos. Et bon, ça a été beaucoup plus marginal que ce qu'on pensait. Parce que là, ce matin, par exemple, pas plus tard que ce matin, j'ai lu un article sur le nouveau modèle d'Anthropic, Haiku. Eh bien, ils ont quasiment triplé ou quadruplé. Je revérifierai le coût du nombre de tokens. Ça montre bien que les IA, pour le moment, pour leur faire gagner du terrain, les sociétés qui sortent ces IA, elles les bradent un peu. Donc ça va pas être possible pour elles de continuer à vendre aussi peu cher leurs abonnements. Donc il ne faut pas imaginer que le coût des IA va rester aussi bas. Il y aura aussi le coût ne serait-ce que de l'énergie et puis du matériel. Tous les combien il faudra changer, moderniser les data centers, ça il faudra bien que ce soit répliqué sur la facture finale. La sécurité, il y a beaucoup d'entreprises pour le moment, elles ne veulent pas entendre parler d'IA sur les postes de développeurs. Donc bon, il y a une solution, hein, ça serait qu'elle soit installée en local et que par-dessus, pour s'assurer que discrètement, une fois par jour ou une fois par semaine, les IA n'envoient pas des données à leur maison mère, si on peut dire. Bon, là, il faudrait qu'il y ait des firewalls efficaces qui puissent vérifier qu'il n'y a pas de trafic non désiré et ça ne pourra pas être du firewall de base. Si, on sait qu'au niveau sécurité, les gens malveillants, ils se tombent pas les pouces, hein. En ce moment, ils regardent comment est-ce qu'ils peuvent exploiter les IA et surtout avec ces logiques d'agents de plus en plus autonomes. Eh bien, pourquoi pas, vous savez, maintenant vous avez des agents autonomes qui peuvent lire un email venant d'un prospect, est-ce qu'il aurait été lu, routé vers le service, que ce soit, je sais pas, marketing ou commercial ou autre. Eh bien, là, on sait bien que ce sera de nouvelles portes ouvertes qui permettront d'être exploitées par les hackers. Ça se joue de nouveau sur votre biais cognitif. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Vous considérez que les IA vont plutôt être des outils que vous continuerez à utiliser? Et surtout, est-ce qu'il y aura de nouveaux métiers avant que ce soit une vraie boucherie au niveau du nombre de postes supprimés dans le tertiaire? C'est vrai, quand je vois passer des choses, je vois des gens qui sont pas du tout dans le tertiaire qui disent « Ah, bien fait pour votre gueule, en gros, maintenant c'est
Vous avez qu'à apprendre un vrai métier. Ouais. Une catégorie assez importante de la population commence à perdre du pognon, ça se répercute sur d'autres personnes. Quand le tertiaire commencera à se faire décimer par les IA, bah, c'est autant de budget de moins qu'auront les gens du tertiaire pour, par exemple, installer une terrasse ou une pergola ou une véranda, ce que vous voulez. Et ensuite, ça aura un impact sur des gens qui ne sont pas dans le tertiaire. Bref, les choses ne sont pas isolées. Et quand l'eau montera progressivement et commencera à impacter les métiers du tertiaire, ça va pas être complètement isolé et ça aura de l'impact aussi sur des gens qui sont pas dans le tertiaire. Donc l'important de ne pas être dans les premiers, de ne pas être dans les premiers qui vont... De nouveau, moi je crois pas que ce sera un tsunami, je pense que c'est une vague qui va monter progressivement. Et bon, bah, il reste plus qu'à savoir à quelle vitesse et sur quels îlots finalement il faut commencer à se positionner pour éviter d'être submergé dans les premiers. Eh bien, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous pensez que c'est pas du tout la façon dont vous voyez évoluer les choses ou au contraire vous avez adapté un peu votre façon de faire votre veille techno par exemple. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.